Bienvenue à notre webinaire consacré, une fois n'est pas coutume, aux hommes. En effet, ce soir, Agathe Sultan va nous présenter Objectif spermogramme de la compréhension à l'optimisation. Et la fertilité masculine n'aura bientôt plus aucun secret pour nous tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire très enrichissant. Je suis Marine Piron, kinésithérapeute et micronutrition spécialisée dans l'accompagnement des troubles hormonaux et de la fertilité. Et pour m'épauler, toute l'équipe Focus, pardon, est derrière moi, derrière leurs écrans. Alors, petite présentation de l'association pour ceux qui ne connaissent pas encore ou pas encore très bien. Donc, Focus Fertilité est une association qui a pour mission de rassembler les professionnels de santé et du soin impliqués dans la sensibilisation, l'information et la prise en charge des patients et des couples dans leur parcours de fertilité. Nous croyons fermement que la connaissance et la compréhension du cycle ovulatoire sont des outils puissants pour prendre en main sa santé reproductive. En plus de nos missions auprès des étudiants et professionnels de santé, nous proposons donc des soirées focus où nous invitons des experts pour aborder des sujets en lien avec la fertilité. Et l'experte de ce soir, que nous avons le plaisir d'avoir comme invité, est Agathe Sultan, micronutritionniste et naturopathe, et aussi également monitrice Sensiplan. Et elle s'est donc donné la mission de nous expliquer comment interpréter un spermogramme et surtout comment aider l'homme à optimiser sa fertilité. N'hésitez pas à poser vos questions et à participer activement aux discussions dans la barre de chat. Voilà, à la fin, on prendra un temps pour qu'Agathe puisse répondre à toutes vos questions. Si je Euh, sais, on verra. T'auras peut-être droit à un joker. Vous pouvez d'ores et déjà bloquer votre planning pour que je ne dise pas de bêtises, parce que c'est de l'info toute neuve d'aujourd'hui, pour le 21 janvier, euh, où le thème de la soirée, ce sera infertilité inexpliquée, c'est dans la tête, point d'interrogation. Et c'est Mathilde, alors je voudrais pas écorcher son nom, Tiberghien qui nous fera l'honneur de présenter cette soirée. Donc voilà, info en avant-première, 21 janvier. On compte sur vous tous et toutes. Donc, encore une fois, bienvenue. Merci à vous tous pour votre présence. Et je laisse maintenant la parole à notre intervenante. Agathe, je te laisse te présenter et nous présenter le spermogramme. Bonsoir à tous. Déjà, merci Focus Fertilité de me donner la parole ce soir. J'espère que je vais vous apporter des informations intéressantes et nouvelles peut-être pour certains d'entre vous. Je suis effectivement micronutritionniste et naturopathe à Paris. Spécialisée dans la santé hormonale et la fertilité des couples. Santé hormonale plus de la femme, mais finalement j'accompagne aussi des couples. Je suis ravie de parler de fertilité masculine ce soir parce que on a souvent le sentiment que la fertilité concerne plus les femmes que les hommes. Et peut-être à part les urologues, s'il y en a ce soir, on a quand même majoritairement plus de femmes dans nos cabinets. Et parfois, c'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup à faire aussi pour optimiser la fertilité masculine. Et on sait bien que eh bien, c'est une affaire de couple, cette fertilité. Donc voilà, alors je vais partager mon écran. Vous allez me dire si c'est OK. C'est tout bon, Agathe. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, et ta première page est parfaite. Voilà, je trouvais qu'ils étaient bien mignons tous les deux et donc on va essayer de cheminer pour faire en sorte qu'ils se rencontrent et s'unissent à la fin comme dans les beaux contes. L'altération de la fertilité masculine devient vraiment quelque chose de préoccupant. Donc là, je vous ai mis l'extrait d'une méta-analyse qui montre une baisse de la concentration et du nombre de spermatozoïdes chez les hommes d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Australie entre 80 et 2013. Et il se trouve qu'en fait, les données suggèrent que ce déclin s'accélère encore plus depuis le début du 21e siècle.
C'est donc un vrai problème de santé publique aujourd'hui. C'est un sujet qui est tellement concernant qu'en fait, bah, même dans la presse grand public, on va trouver des articles régulièrement sur ce sujet. Donc là, je vous ai mis des articles que j'ai pu trouver du Monde, des Échos ou de GQ. Donc vraiment, même dans des magazines, GQ, c'est un peu l'équivalent d'un L, quoi, hein. On va trouver des sujets qui concernent la fertilité masculine. Euh, on va faire un petit rappel sur le trajet que vont effectuer ces spermatozoïdes avant de réussir à atteindre le Graal. Tout démarre par la spermatogénèse qui se déroule dans les tubes séminifères et qui se termine dans l'épididyme, l'épididyme étant cette petite structure accolée aux testicules qui va permettre le stockage et la maturation des spermatozoïdes. Ils vont ensuite passer dans le canal déférent, puis par le canal éjaculateur, et ils vont rencontrer sur leur chemin deux vésicules, deux glandes annexes, avec les vésicules séminales et la prostate, qui sont toutes les deux très importantes. On le verra plus précisément tout à l'heure, parce qu'en fait, ces glandes vont sécréter des liquides qui vont venir alimenter le liquide séminal et qui vont jouer un rôle notamment dans la régulation du pH, qui va être essentiel à une bonne fertilité, et aussi dans l'immunosuppression et la mobilité des spermatozoïdes. Enfin, ils vont passer par l'urètre pour atterrir dans les voies vaginales féminines, où ils vont subir une transformation finale et devenir fécondants. Parce que en fait, le spermatozoïde, il n'est pas tout qu'il ait des beaux petits muscles et qu'il soit compétent. En fait, l'objectif, c'est qu'il passe d'un stade de spermatozoïde dit compétent, et ça va être des éléments qu'on va être capable de lire sur le spermogramme, à un spermatozoïde fécondant. Et en fait, ce passage, et ça ne se lit pas sur le spermogramme, ce passage entre le spermatozoïde compétent et le spermatozoïde fécondant va nécessiter une dernière étape qui s'appelle la capacitation. Cette capacitation, c'est la dernière phase de maturation du spermatozoïde, au cours de laquelle, en fait, il va avoir une modification de sa membrane cellulaire qui va permettre de libérer des récepteurs. Il va avoir une modification aussi de sa chape acrosomique qui permettra la réaction acrosomique. Et ces modifications vont aussi permettre aux spermatozoïdes de se mouvoir à grande vitesse, ce qui va être essentiel dans cette dernière étape. Et du coup, là, on va avoir des mouvements, notamment de la queue, qui vont changer fortement. On va avoir une queue qui se meut avec des décharges en coup de fouet et une tête qui va effectuer de grands mouvements pendulaires latéraux. Donc, cette capacitation, c'est un ensemble de modifications qui vont mener en fait à l'hyperactivité du spermatozoïde et qui lui permettent de subir plus tard la réaction acrosomique et donc de devenir fécondant. Je vous ai mis ici un rappel sur les valeurs statistiques du spermogramme. Alors, vous êtes certainement pas sans savoir que ces valeurs ont été modifiées par l'OMS à partir de 2010. Donc, pourquoi en fait l'OMS a décidé de modifier les valeurs de référence de ce spermogramme? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait, ils ont estimé qu'on avait des données qui étaient plus robustes et plus représentatives, donc des valeurs potentiellement plus fiables, avec des techniques de mesure plus modernes et plus strictes. Ils ont estimé aussi qu'on avait une meilleure définition de ce que voulait dire fertilité dans les cohortes d'hommes examinés. Mais il faut quand même aussi se dire qu'ils l'ont aussi fait pour refléter la réalité baissière actuelle de la tendance des spermogrammes. Donc,
Je vous ai mis trois colonnes parce que j'ai mis les valeurs de référence à partir de 2010, j'ai mis celles avant 2010 et puis j'ai essayé d'aller chercher dans les publications scientifiques euh, ce que serait en fait un optimum de ce spermogramme pour avoir la meilleure fertilité possible. Je vous ai remis là en extrait quelques études que j'ai trouvées qui corroborent les chiffres sur lesquels j'ai statué. Je vous cache pas que c'était pas évident, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir. Alors, en termes de volume, globalement, on est passé de 2 millilitres avant à 1 millilitre et demi. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même 25% en moins, hein, donc c'est pas rien. Et en optimum, j'ai trouvé plutôt quelque chose de l'ordre de 2,5 millilitres. Sur la concentration, là-dessus, pour le coup, pas de grande différence. On était à 40 millions, on est passé à 39 millions. Et dans ce que j'ai trouvé en optimum, c'est globalement entre 40 et 50, donc on va se dire qu'on n'est pas très très loin. Sur la mobilité progressive, euh, on est à 32% aujourd'hui. En optimum, j'ai trouvé entre 35 et 40%. Donc on peut se dire que là-dessus, ce qui est comme référentiel, on va dire que c'est la norme basse. Là où en revanche il y a une grosse différence, c'est sur le pourcentage de formes typiques. En fait, c'était 15% avant 2010, c'est 4% aujourd'hui. Donc là, il y a quand même une énorme différence. En optimum, j'ai trouvé plutôt quelque chose de l'ordre de 14%. Donc, ce qu'on peut se dire quand on reçoit un spermogramme, c'est que sur la plupart des valeurs, on peut se dire qu'on est sur la norme basse et essayer d'être un petit peu plus exigeant que la norme basse. En revanche, vraiment sur la partie typicité, là, on se doit d'essayer de challenger un petit peu plus ce nombre de formes typiques. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme anomalie dans ce spermogramme? Il peut y avoir des anomalies du volume et du pH. Donc, on va appeler ça une hypospermie s'il y a moins de 1,5 millilitres, une hyperspermie s'il y a plus de 6 millilitres et un pH anormal. Normalement, il est censé être entre 7,2 et 8, pardon, voire entre 7,2 et 7,8 et plutôt pas supérieur, et on verra pourquoi après. Il peut y avoir des anomalies de la concentration. On va appeler ça l'oligozoospermie. On va appeler ça l'azoospermie quand il n'y a pas de spermatozoïdes dans le spermogramme. Là, je ne vous cache pas que, on dépasse les approches de santé fonctionnelle et qu'en général, il n'y a pas grand-chose à faire dans ces cas-là. Il peut y avoir des anomalies de la mobilité. Alors, si c'est des anomalies de la mobilité progressive inférieure à 32%, on va parler d'asténozoospermie. Si on a uniquement une population de spermatozoïdes non viables et non mobiles, on appelle ça la nécrozoospermie. Et on peut avoir une mobilité totale, c'est-à-dire A plus B plus C, qui sera réduite. Il peut y avoir des anomalies de la morphologie, donc avec la typicité. Ça s'appelle donc la tératozoospermie. Et donc, norme inférieure à 4, mais on a vu qu'on pouvait être un peu plus challengeant que ça. Et puis, on peut trouver dans le spermogramme aussi des cellules immunitaires, hein, des leucocytes, éventuellement un excès de leucocytes, ce qui pourrait traduire potentiellement une infection. On peut trouver aussi des agglutinats. Là, on peut penser aussi à une infection, on peut penser à du stress oxydant, on peut penser à une présence d'anticorps antispermatiques. On peut penser à un manque de sécrétion prostatique aussi. Et puis, parfois, on voit écrit effectivement dans les spermogrammes présence de cellules rondes immatures. Alors, sur ces cellules rondes immatures, il n'y a pas de distinguo qui est fait entre potentiellement, ça pourrait être des leucocytes ou alors des cellules germinales immatures.
Et on peut trouver aussi, bien sûr, du sang. Il y a d'autres paramètres que le spermogramme à prendre en compte pour évaluer la fertilité masculine. Et donc ça va être vraiment plutôt, en général, bien sûr, fait par la partie de prise en charge médicale. On va interroger sur les antécédents médicaux et chirurgicaux. On va interroger notamment, par exemple, s'il y a eu une cryptorchidie, un hypospadia, bon, des choses comme ça, des varicocèles, etc. On va interroger sur les antécédents médicaux d'infertilité potentielle. Il y a des prises de médicaments aussi qui peuvent interférer avec la fertilité, donc notamment la prise de testostérone ou d'anabolisants analogues à la testostérone, on en reparlera tout à l'heure. La prise de certains antidépresseurs de la classe des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, des opioïdes, des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase et des antiandrogènes. On va questionner aussi sur une exposition potentielle à des toxiques, par exemple du fait du métier, hein, donc à des solvants, à des métaux lourds, à de la chaleur. Mais bien sûr, on va interroger aussi sur la prise de tabac, d'alcool ou de cannabis qui pourrait être excessif. Il va falloir aussi parler de la dysfonction érectile, des baisses de libido, d'éventuelles douleurs testiculaires. Et normalement, il y a aussi un examen physique qui va être fait pour évaluer le volume testiculaire, leur consistance, où il va y avoir une palpation de l'épididyme et du canal déférent, une recherche de varicocèle ou des signes cliniques de manque d'androgène. Donc tout ça, c'est plutôt des examens qui sont en général faits par l'urologue, mais certains gynécologues aussi peuvent le faire s'ils sont à l'aise avec. On peut faire un test de fragmentation de l'ADN spermatique. C'est pas fait systématiquement, mais ça va être fait quand même fréquemment quand il y a justement peu de formes typiques dans le spermogramme. On peut faire aussi un bilan infectieux et la recherche des anticorps anti-spermatozoïdes. Donc, dans tout ça, il y a beaucoup, évidemment, de recherches qui sont complètement médicales et ce n'est pas ce dont on va parler ce soir. Nous, on va essayer de voir comment, avec une approche en santé fonctionnelle, on peut optimiser certains de ces paramètres. Donc, sur les anomalies du volume et du pH, donc sur l'hypospermie, la première question à se poser, c'est est-ce que il y a un manque d'hydratation? Est-ce qu'il y a un manque d'imprégnation androgénique? Est-ce qu'il y aurait, j'aurais dû mettre le mot dysbiose au pluriel, mais est-ce qu'il y a des dysbioses? On va en reparler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un problème de perturbateur endocrinien, d'âge ou du tabagisme? L'hyperspermie, je l'ai mis en plus clair parce que je ne vous cache pas que personnellement, j'en ai jamais vu. Bon, ça fait pas, j'ai pas non plus 30 ans d'expérience, hein, mais je pense que c'est quand même un petit peu plus rare. Sur l'hyperspermie, on peut penser à de l'inflammation chronique ou à une infection des vésicules séminales. Sur le pH du sperme, il est censé être légèrement alcalin et il va être essentiel pour neutraliser l'acidité vaginale et préserver la viabilité et la mobilité des spermatozoïdes. Quand on trouve un pH trop acide, donc inférieur à 7,2, c'est souvent lié à à une insuffisance de sécrétion des vésicules séminales qui produisent un liquide qui va jouer le rôle de tampon alcalin et qui va apporter du fructose, c'est-à-dire vraiment des ressources énergétiques, nutritives essentielles à la bonne vitalité et la bonne survie des spermatozoïdes. Les causes d'un pH, enfin d'insuffisance de sécrétion vésicale, ça peut être un obstacle sur la voie, ça peut être une fibrose post-infectieuse par exemple, ça peut être lié à une inflammation ou une infection sexuellement transmissible. Ça peut aussi être lié à un manque d'imprégnation androgénique qui aurait eu
pour impact d'atrophier un petit peu la glande et du coup de réduire les sécrétions. Ça peut aussi être lié, enfin on peut raisonnablement penser que ça peut aussi être lié à une inflammation chronique de bas grade. Un pH trop alcalin, c'est-à-dire supérieur à 7,8, moi ça j'en ai, je dois dire, assez régulièrement. C'est souvent le signe plutôt d'une dysfonction prostatique. Le plus fréquemment, c'est lié à une inflammation ou une prostatite. Ça peut aussi être lié à une infection, notamment à chlamydia, à mycoplasme ou à uréaplasma. C'est en général des recherches hein, qui sont faites en allopathie, bien sûr. Ça peut être lié à un déficit de zinc qui va être majeur dans la dysfonction prostatique. On va parler du zinc tout à l'heure. Vous allez voir à quel point c'est un nutriment absolument incontournable dans la fertilité masculine. D'autres pistes peuvent être envisagées aussi, comme un excès de DHT. Donc la DHT, c'est cette super testostérone, l'hormone la plus androgénisante qui soit. Ça peut être aussi un excès d'œstrogène. On peut aussi penser que le stress oxydant, les perturbateurs endocriniens, l'insulinorésistance ou même la stase pelvienne, on parle souvent de congestion pelvienne chez la femme, mais ça peut exister aussi chez l'homme et finalement altérer un peu le fonctionnement prostatique. Donc ça, cette stase pelvienne chez l'homme, elle peut être due à une constipation chronique, à un excès de sédentarité ou aussi parfois à un excès de vélo. Je dois dire que moi, je demande maintenant toujours si les messieurs se déplacent beaucoup à vélo. Parce que ça peut vraiment impacter et créer des petites inflammations locales à la prostate et du coup altérer ses sécrétions. Les anomalies de la concentration, donc l'oligozoospermie, là, clairement, ça peut être vraiment lié à un manque de zinc, à un manque d'imprégnation androgénique, à un excès de chaleur testiculaire, au stress oxydant ou à un déficit mitochondrial. Les anomalies de la concentration, maintenant, donc ce qu'on appelle l'asténozoospermie, bon, là, en général, quand on a euh, pardon, j'ai mal changé mon titre. On vient de voir la concentration, si je ne me trompe pas, donc j'ai pas changé mon titre, mais là c'est la mobilité. Bien sûr, vous aviez corrigé de vous-même. Donc, quand on a une altération de la mobilité, là, ça doit s'afficher tout de suite et on doit tout de suite penser à déficit mitochondrial, que ce soit une altération de la mobilité progressive ou une altération de la mobilité totale. On peut penser aussi stress oxydant et exposition aux ondes ou à la chaleur. Sur les anomalies de la morphologie, là, on va plutôt penser à un défaut de méthylation. On va reparler tout à l'heure de la méthylation et à du stress oxydant. Donc, vous voyez que en gros, il faut penser à un excès de chaleur testiculaire, euh, à un manque de zinc, à un problème d'imprégnation oestrogénique, à un déficit mitochondrial, à un déficit de méthylation, à trop de stress oxydant ou à des dysbioses. Et on va aller explorer un petit peu tout ça. Alors, la température idéale des testicules pour la spermatogénèse est entre 34 et 35 degrés. Sinon, en fait, la méiose va être altérée. On va observer une apoptose précoce des spermatozoïdes. On sait que le fait que la température soit un petit peu plus basse, ça va permettre de préserver l'intégrité de l'ADN spermatique et bien évidemment, la qualité de cet ADN va être fondamentale pour la qualité future de l'embryon et future de l'enfant. On sait aussi que si la chaleur testiculaire s'élève, on va générer plus de stress oxydant au sein de la mitochondrie du spermatozoïde. C'est bien pour ça qu'en fait, les testicules sont situés dans le scrotum qui lui-même est à l'extérieur du corps.
La première cause de chaleur testiculaire, c'est la présence de varicocèles. Donc là, on est bien sûr sur un axe médical. Les varicocèles, ce sont des dilatations des veines des cordons spermatiques, ce qui va faire que le sang circule moins bien et que du coup la chaleur est mal évacuée. Ça, c'est vraiment la cause médicale première d'excès de chaleur testiculaire. Après, il y a plein d'autres choses qu'on fait dans la vie, enfin que les hommes font facilement dans la vie et qui vont altérer la spermatogénèse par augmentation de la chaleur testiculaire. C'est le fait de porter des caleçons ou des pantalons trop serrés. Les hommes qui pratiquent beaucoup de sports et des sports très intenses et qui du coup vont avoir une élévation importante de leur température corporelle trop fréquemment, trop longtemps. Il y a aussi l'exposition, notamment par les conditions de travail. Donc, on peut penser, par exemple, aux hommes qui sont chauffeurs de taxi ou qui sont conducteurs voilà, qui sont routiers, etc. Des gens qui vont rester assis pendant très très longtemps. On peut aussi penser aux gens qui sont exposés à la chaleur des fours. Donc, on peut penser aux cuisiniers, aux boulangers, mais aussi à des gens qui vont travailler dans de l'industrie où il peut y avoir des sources de chaleur très, très importantes. L'ordinateur portable, bien sûr, là, c'est plus pour les cadres qui travailleraient avec leur ordinateur portable sur les genoux ou avec le téléphone posé dans la poche avant. Ça va aussi avoir tendance à élever la température. Très probablement sur et leurs ordinateurs et les téléphones, on a aussi un problème de rayonnement, mais c'est pas forcément, enfin c'est pas prouvé ça, mais on peut quand même le supposer. Et puis après, il faut quand même aussi faire attention aux pratiques d'hydrothérapie avec par exemple des bains hyperthermiques trop fréquents ou du sauna ou du hammam de façon trop fréquente. Alors, je vais vous parler donc du zinc. Je vous avais dit à quel point il était essentiel, ce zinc, à toutes les étapes de la vie du spermatozoïde, de la spermatogénèse à la capacitation. En fait, le zinc, il est essentiel à à la division cellulaire et à une spermatogénèse normale. Il est essentiel au fonctionnement des cellules de Leydig. Par ailleurs, il va protéger la chromatine d'une décondensation pardon, prématurée. Donc, il va protéger l'ADN spermatique. Il stabilise aussi la membrane du spermatozoïde et de son flagelle. Euh, il a un rôle antioxydant, hein, puisque le zinc est le cofacteur de la superoxydismutase qui fait partie des enzymes antioxydantes. Donc, il va protéger le spermatozoïde d'un excès de radicaux libres. Il participe à la régulation du pH. Il a un effet antibactérien. Il va inhiber les PSA, ce qui va éviter une liquéfaction trop précoce du sperme. Il module l'immunité et donc l'inflammation locale. Et enfin, il freine une capacitation trop précoce. Cette étape de la capacitation, elle est essentielle, mais elle doit se produire à un certain moment et pas trop précocement. Donc, le zinc, absolument essentiel. Quand on aperçoit dans le spermogramme une mobilité et une concentration abaissée, on peut soupçonner une carence en zinc. Mais je vous invite évidemment à faire doser le zinc. On va doser le zinc sérique et on va toujours doser aussi le cuivre associé au zinc parce que ce sont des minéraux qui utilisent le même transporteur. Donc, il va y avoir une compétition d'absorption entre les deux. Donc, quand on supplémente en zinc, en général, on va faire baisser le cuivre. Et le cuivre, même si en excès, il est pro-oxydant, comme le fer, et qu'il ne faut pas en avoir trop, on en a quand même besoin. Et on en a notamment besoin pour la respiration cellulaire et donc le mécanisme, le bon fonctionnement de la mitochondrie dont on reparlera tout à l'heure. Donc, on fait toujours doser les deux.
le zinc et le cuivre, et on va essayer d'avoir des statuts de l'un et de l'autre relativement proches, avec un zinc un peu supérieur au cuivre, hein. On va viser à peu près 100 nanogrammes. Alors, j'ai plus les unités en tête, ça doit être des nanogrammes par millilitre. On supplémente sous forme de zinc bisglycinate ou L-carnosine, qui sont deux transporteurs très physiologiques, et on adapte le dosage en fonction de la biologie initiale. On consomme idéalement le zinc en dehors des repas. Alors, on va parler maintenant de la méthylation. La méthylation, c'est un processus biochimique essentiel qui intervient à plein de niveaux dans le corps, mais qui est essentiel en fertilité, que ce soit d'ailleurs chez l'homme comme chez la femme. Une bonne méthylation, elle est donc la méthylation, c'est entre autres un régulateur épigénétique, hein, d'où son importance notamment en termes de fertilité. Donc une bonne méthylation est essentielle à la spermatogénèse qui implique une réplication massive de l'ADN, un remodelage de la chromatine et puis ce qu'on appelle le silencing génique. Le silencing génique, c'est l'extinction volontaire et contrôlée de l'expression de certains gènes. C'est pour ça qu'une bonne méthylation est aussi garante de la santé future de l'enfant. Une mauvaise méthylation va rendre l'ADN plus vulnérable aux espèces réactives à l'oxygène, donc au stress oxydant, parce que une mauvaise méthylation va faire que la chromatine sera moins bien compactée, donc en fait l'ADN sera rendu plus vulnérable. On observera si on a des fragmentations de l'ADN qui sont faites. En général, quand on a une homocystéine élevée, on va avoir une fragmentation élevée. Et on observe des liens forts entre méthylation et qualité embryonnaire ou échec de conception inexpliqué. Quand on a dans le spermogramme une mobilité, une vitalité, une morphologie altérée et une fragmentation augmentée de l'ADN, on peut suspecter un défaut de méthylation. Comment on va évaluer cette méthylation? Son marqueur principal, c'est l'augmentation de l'homocystéine. Je vous expliquerai après comment ça marche. Donc, je vous invite à faire doser cette homocystéine. Les médecins peuvent demander à faire la recherche d'un polymorphisme génétique sur l'enzyme qui permet la reméthylation, qui s'appelle la MTHFR. C'est un dosage qui est très fréquemment fait quand j'ai des clientes qui sont suivies en PMA en Espagne et au Portugal. Je dois dire que en France, c'est fait beaucoup plus rarement, mais c'est vraiment une biologie intéressante. Excusez-moi. On peut aller aussi doser, bien sûr, les cofacteurs de cette méthylation, la B6, la B9, la B12 et le zinc. En termes de supplémentation, on va supplémenter en donnant exclusivement des vitamines B méthylées. Et vous allez voir, je vous ai fait 2 slides pour vous expliquer l'importance de donner des vitamines B méthylées. C'est vrai pour la fertilité masculine comme féminine. Vérifiez toujours la forme de vitamine B qui sont dans les compléments. La vitamine B9, on va la donner sous forme de méthylfolate. La vitamine B12 sous forme de méthylcobalamine. Alors après, il y a quelques cas très très rares où les gens supportent mal les vitamines méthylées, mais c'est vraiment rarissime. La forme active de la vitamine B6 est une forme qui s'appelle la forme P5P. On va complémenter en zinc et on peut aussi, si on a besoin de faire baisser une homocystéine rapidement, apporter tout de suite un donneur de méthyle qui s'appelle la triméthylglycine, la TMG. On trouve ça sous forme de complément alimentaire. On donne autour de 3 grammes par jour.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi vraiment ces vitamines B méthylées sont absolument essentielles. Et donc pour ça, je vais vous expliquer, vous allez voir, j'espère simplement, ce cycle de la méthionine et sa reméthylation. Donc, l'apport de méthionine qu'on trouve dans l'alimentation va permettre de fabriquer une molécule qui s'appelle le SAMé, la S-adénosylméthionine, qui est un donneur de méthyle universel. Ce SAMé, il va donc donner son groupe méthyle, CH3, à une structure qui en aura besoin. Une fois qu'il aura donné ce groupement méthyle, il va se transformer en S-adénosylhomocystéine, puis en homocystéine. Cette homocystéine, il va falloir la recycler et elle va se recycler selon, bon, en fait, il y a trois voies, mais c'est pas grave, deux voies qui sont dessinées ici, selon soit la voie de la transsulfuration, avec comme produit final le glutathion, soit par la voie de la reméthylation. Et là, en fait, on va faire intervenir le cycle des folates. Les folates, ce sont des apports qu'on a par la voie alimentaire. Donc, on trouve les folates notamment dans les légumes à feuilles, hein, d'où leur nom, et notamment les légumes verts. Ces folates ne sont pas utilisables directement par le corps humain sous cette forme-là. Donc, en fait, on va devoir les réduire et ils vont devoir subir une double réduction pour être actifs. Cette double réduction, elle va permettre de passer d'une structure folate à une structure méthyltétrahydrofolate, MTHF, qu'on trouve ici. La B12, lui, il joue le rôle du transporteur. En fait, la B12 va récupérer le groupe méthyle de cette méthyltétrahydrofolate, va le passer à l'homocystéine, qui ainsi va être reméthylée et va redevenir méthionine. Ok. Donc la B12 agit comme un livreur de groupe méthyle à l'homocystéine en provenance du cycle des folates. Si on manque de groupe, enfin si on manque de B12, on voit bien qu'on va aussi bloquer ce cycle des folates, puisqu'il n'y aura personne pour passer le groupe méthyle à l'homocystéine. D'où l'importance d'avoir un bon statut dans ces deux vitamines, B9 et B12, et de donner ces formes méthylées. Alors vous allez me dire, bah, intérêt à donner des formes méthylées uniquement si les gens ont cette enzyme, la MTHFR, qui est mutée, ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce polymorphisme génétique sur cette enzyme. Oui et non. Ce qui est certain, c'est que pour les gens chez qui cette enzyme est mutée, c'est sûr que c'est essentiel. Comme je vous le disais, on dose rarement ce polymorphisme. Donc en fait, souvent, on ne sait pas si on est muté ou si on n'est pas muté. Et en l'occurrence, il n'y a aucun risque à donner une vitamine B9 méthylée à quelqu'un qui n'est pas muté. Donc on prend zéro risque en donnant à tout le monde des vitamines B9 méthylées, ne serait-ce que si on ne pense qu'à l'axe de la MTHFR. Mais il y a aussi autre chose qui peut se passer, c'est que, donc, je vous disais tout à l'heure que pour passer de cette forme acide folique à méthyltétrahydrofolate, on va devoir, il va y avoir deux réductions, deux mécanismes de réduction qui vont avoir lieu. Et donc, en fait, on risque de se retrouver en carence de micronutriments et ça va bloquer le cycle. Chez les gens qui sont en fertilité, que ce soit les hommes ou les femmes, en fait, souvent, ils sont supplémentés en acide folique depuis très très longtemps, depuis de longs mois. Donc, en fait, ils ont des statuts en acide folique qui sont très élevés. Ils ont donc procédé à cette première réduction pour passer sous la forme THF depuis déjà très longtemps et ils vont avoir eu tendance à surutiliser leur B2 et leur NADPH qui est essentiel à ce mécanisme de réduction.
Sauf qu'il y a deux mécanismes de réduction pour arriver à la forme MTHF. Et donc potentiellement, il va y avoir un blocage sur la forme THF. Ils vont avoir du mal à aboutir à la 5 MTHF pour cause de carence de cofacteurs. Et du coup, on va avoir l'homocystéine qui va s'élever. Et enfin, dernière raison pour laquelle c'est fondamental de donner des vitamines B9 méthylées, c'est qu'en fait, l'acide folique va venir saturer les récepteurs à la B9 et que donc, du coup, il y aura, si on a donné beaucoup d'acide folique, on va avoir des récepteurs saturés par cet acide folique qui n'est pas efficace pour notre métabolisme et il y aura plus de place pour que la forme physiologique méthylée vienne se greffer au récepteur. Donc voilà, je trouvais que c'était très important de faire ce point parce que je vois encore trop souvent des femmes et des hommes qui sont supplémentés avec de l'acide folique. Voilà. Alors je sais qu'il est remboursé et pas la B9 méthylée, mais c'est quand même vraiment ultra important sur à minima les quelques mois de ce parcours fertilité. Je vais maintenant vous parler du lien entre la qualité du spermogramme et les microbiotes. J'ai mis au pluriel parce que en fait, tous ces microbiotes communiquent. Et notamment, là, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la communication entre euh, le microbiote buccal, le microbiote intestinal et les microbiotes urogénitaux. Ces microbiotes, on sait qu'ils communiquent maintenant depuis assez longtemps par différentes voies, par des médiateurs de l'inflammation, par l'humidité et par différents métabolismes ou différents métabolites qui vont influencer, qui vont ouais, créer des interrelations entre les microbiotes. Ça peut être par exemple les acides gras à chaîne courte qui sont synthétisés dans l'intestin, enfin dans le côlon, et qui vont en fait avoir une diffusion systémique dans le corps. Ça peut être par l'altération, par exemple, de la synthèse d'un certain nombre de vitamines B, notamment de la vitamine B9 dans le microbiote intestinal. Ça peut être par le biais de la déconjugaison des hormones stéroïdes. On sait qu'il y a des bactéries intestinales qui vont déconjuguer les hormones stéroïdes et qui vont donc modifier l'imprégnation hormonale de l'hôte. Donc, ces microbiotes sont en étroite communication et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'études qui montrent comment ils peuvent directement ou moins directement impacter la fertilité. Alors, j'en ai mis quelques-unes. Donc là, je vous ai mis une étude de 2023 qui montre une interdépendance de l'intestin et du système reproducteur masculin via le microbiote, qui montre aussi que le microbiote intestinal peut influencer le taux de testostérone et la production de spermatozoïdes, notamment par une baisse de la LH, et qui montre qu'une dysbiose intestinale peut augmenter le stress oxydant et donc contribuer à l'infertilité masculine. Ici, une étude qui montre que le microbiote spermatique aurait une origine urétrale. Donc, pendant longtemps, on a cru que le sperme était stérile. C'est pas du tout vrai, hein. On a compris aujourd'hui qu'il y a un microbiote spermatique, un microbiote prostatique, etc. Après, la difficulté, c'est d'être capable d'aller euh, analyser ces microbiotes parce que, bien évidemment, c'est compliqué d'aller récupérer uniquement ce qui se passe au niveau du microbiote de la prostate. Si on fait une analyse à partir du microbiote spermatique, ben, le microbiote spermatique, c'est l'accumulation, en fait, très certainement de différents microbiotes. OK? Donc, c'est encore difficile à analyser, mais on sait qu'ils existent tous ces différents microbiotes et qu'ils ont tous leur rôle. Donc là, c'est une étude qui, en plus de montrer l'origine urétrale du microbiote spermatique, montre qu'il y a
Je m'ex- je m'excuse. Une signature bactérienne selon la qualité des spermogrammes et que donc les, euh, les échantillons qui présentent plus d'une bactérie qui s'appelle la Prevotella ont en général une mobilité plus faible, alors que les échantillons qui ont plus de lactobacilles, oh là là, pardon, présentent une meilleure qualité de sperme et une meilleure morphologie. Et les hommes présentant des prostatites chroniques ont en général des microbiotes spermatiques moins riches en lactobacilles. Dans cette même étude, il y a ce petit schéma qui montre que ici, on a un sperme jugé, évalué comme normal, et dedans, on a plus de lactobacilles SPP et de staphylocoque SPP. Et dans le sperme, qui est considéré comme anormal, on a une baisse des lactobacilles iners et d'une certaine catégorie de pseudomonas, mais qu'en revanche, on a beaucoup de Prevotella, donc ça, je vous l'ai déjà vu, de l'Escherichia, des pseudomonas autres. Voilà, donc il y a vraiment une signature bactérienne du microbiote spermatique qui semble se dessiner. Donc, comme je vous le disais, on a pensé longtemps que le sperme était stérile, mais en l'occurrence, il n'est pas stérile. Il présente un microbiote spécifique dont la composition aurait une influence sur la qualité du sperme et donc sur la fertilité. Dans cette étude-là, à nouveau, là, on retrouve cette signature avec plus de Prevotella et moins de lactobacilles dans les spermogrammes altérés. Dans cette étude, les microbiotes communiquent entre eux, mais potentiellement au sein du couple aussi, puisque dans cette étude, il montre que une dysbiose spermatique masculine pourrait induire une dysbiose aussi féminine et donc nuire à l'implantation embryonnaire et occasionner des arrêts de grossesse. Dans cette étude, on voit aussi que la microflore séminale impacte l'inflammation, enfin, on voit aussi l'impact de la microflore séminale sur l'inflammation et ses conséquences sur la production de spermatozoïdes, leur mobilité, leur morphologie. Oh là, je m'excuse. On va profiter de ce moment pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat et à la fin de la présentation, on va vous répondre à chacune d'entre vous. OK? Et n'hésitez pas de continuer à vous présenter, de nous dire votre lieu d'exercice, votre spécialité et plus d'informations. OK? Merci. Pardon. Donc oui, donc cette microflore, elle aurait séminale aurait un impact sur l'inflammation et des conséquences sur la production de spermatozoïdes, leur mobilité, leur morphologie, et potentiellement même à plus long terme sur l'obstruction des canaux éjaculateurs ou encore sur l'apparition d'anticorps antispermatozoïdes. Enfin, quelques études sur l'impact du microbiote buccal et des parodontites sur la qualité du spermogramme. Il se trouve qu'en fait, il y a une analogie assez importante entre le microbiote buccal et le microbiote spermatique. Là, je vous ai mis deux études, mais il y a vraiment beaucoup d'études qui mettent en lien parodontite et altération du spermogramme. Dans l'étude de gauche, en fait, on observe une mobilité amoindrie des spermatozoïdes chez 76% des hommes qui présentent une parodontite ou une gingivite et une oligozoospermie chez 43% des hommes qui présentent une parodontite.
L'étude de droite, c'est une revue systémique qui montre qu'un intérêt porté à la santé bucco-dentaire pourrait être une stratégie complémentaire dans la prise en charge de l'infertilité. Donc, vous voyez que ces microbiotes sont interdépendants. Euh, Là, j'ai mis que ces trois-là parce que c'est ceux qui nous concernaient le plus ce soir, mais bien évidemment qu'il y a beaucoup d'autres microbiotes qui peuvent être concernés par ces communications et que donc il est essentiel de les prendre en charge. Comment on va prendre en charge ces microbiotes? C'est beaucoup plus, enfin en tout cas, on sait beaucoup mieux faire une prise en charge de microbiote intestinal ou de microbiote buccal que directement d'un microbiote urogénital. Donc, on va s'attacher à rétablir un microbiote intestinal fonctionnel et à soigner une parodontite s'il y en a une. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper de ces dysbioses des microbiotes? On peut aller faire différentes biologies. En santé fonctionnelle, on peut faire une biologie qui s'appelle les métabolites organiques urinaires, euh, ou qui peut s'appeler dans d'autres laboratoires les dysbioses et mycoses intestinales. Donc ça va nous donner une idée sur est-ce qu'il y a un excès de flore fongique, est-ce qu'il y a un excès de flore de fermentation ou de putréfaction. On peut faire une analyse qui est plus poussée et qui s'appelle la métagénomique du microbiote et qui là va nous permettre d'avoir un décodage de l'ARN 16S des bactéries du microbiote de l'hôte, du microbiote colique. Donc ça, c'est une analyse très intéressante où on a une vision bactérienne d'une quarantaine de bactéries à peu près. On peut aller doser des marqueurs de la perméabilité intestinale, la LBP ou la zonuline fécale. La prise en charge, bien évidemment, elle va commencer par une prise en charge de l'assiette avec une amélioration de l'assiette en éliminant les aliments ultra transformés, en limitant l'alcool, en végétalisant l'assiette, en limitant la viande rouge. Alors, limiter la viande rouge, ça ne veut pas dire devenir végétarien. Moi, j'ai beaucoup de gens qui arrivent au cabinet et puis qui me disent, bah non, je mange plus de viande parce que c'est pas bon. Alors, c'est différent de manger 1 kilo de côte de bœuf chaque jour que de manger des protéines animales en variant les apports viande, poisson, œufs, etc. On va faire en sorte d'augmenter les apports d'oméga 3 par l'alimentation, donc avec des huiles de bonne qualité, en mangeant des petits poissons gras. On va veiller à avoir une alimentation riche en antioxydants, et je ne l'ai pas noté, mais bien évidemment, on va faire attention à apporter des sucres de bonne qualité dans l'assiette, des glucides de bonne qualité dans l'assiette. Parfois, il va falloir, au-delà de l'assiette, faire des prises en charge plus importantes et notamment traiter la dysbiose s'il y a vraiment un déséquilibre bactérien important qui ne sera pas rétabli par une modification de l'assiette. On va s'assurer aussi que les fonctions digestives sont efficaces. Et ça va commencer par la bouche avec une bonne mastication. On va s'assurer aussi que dans l'estomac, il y a suffisamment de sécrétion d'acide chlorhydrique, que dans le foie, il y a des bonnes sécrétions biliaires, que le pancréas est capable de produire suffisamment d'enzymes et enfin que l'intestin grêle est en suffisamment bon état pour finaliser la digestion avec une bonne sécrétion d'enzymes digestives au niveau de la bordure en brosse de l'intestin grêle. On va réparer la barrière intestinale si on a évalué qu'il y avait de la perméabilité intestinale. Et puis, comme je vous le disais, on va aussi traiter la parodontite ou la gingivite s'il y a lieu. C'est évidemment en réadressant à un dentiste spécialisé, mais c'est donc fondamental d'aller rétablir un bon écosystème dans la bouche. Maintenant, on va voir comment le déficit mitochondrial affecte cette stéroïdogénèse. Euh, alors, déjà, ça l'affecte en premier lieu parce que eh bien, pour fabriquer de la testostérone, il faut du cholestérol, il faut une thyroïde fonctionnelle et opérationnelle et il faut une mitochondrie opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cholestérol va devoir rentrer dans la mitochondrie
en passant par une petite protéine de transport qui s'appelle la protéine star. Et cette protéine star, elle est activée par les hormones thyroïdiennes et uniquement par l'hormone finale, donc la T3 thyroïdienne. Donc, vous voyez que déjà, si on n'a pas une mitochondrie fonctionnelle, on va pas être capable d'aller fabriquer cette testostérone. Euh, eh bien, le déficit mitochondrial, il va être un gros frein à la mobilité du spermatozoïde. Alors, le spermatozoïde, en fait, il a des mitochondries qui se situent dans la pièce intermédiaire du flagelle. Ces mitochondries, figurez-vous qu'en fait, elles sont pas là en très très grande quantité. En tout cas, si on compare à l'ovocyte, par exemple. Donc, en gros, le spermatozoïde, il a vraiment euh, c'est un petit peu comme si on veut comparer, euh, c'est un peu comme si on veut faire euh, voler quelque chose, quoi. Il va falloir qu'il y ait les ressources énergétiques juste suffisantes et nécessaires pour que ça vole, mais sans alourdir la charge. Et en fait, ben, finalement, le spermatozoïde, c'est un petit peu pareil. Il va avoir besoin de beaucoup d'énergie, mais il ne faut pas qu'il soit surchargé de choses inutiles parce que sinon, ça va finalement freiner, limiter son voyage. Donc, en fait, il a ces mitochondries qui sont là et qui sont super importantes. Et il faut donc, comme elles sont pas en si grand nombre que ça, il faut toutes qu'elles soient super opérationnelles pour pouvoir générer le maximum d'énergie. Cette mitochondrie, de quoi elle a besoin pour bien fonctionner? Elle va avoir besoin déjà de L-carnitine. La L-carnitine, permet en fait l'entrée des acides gras dans la mitochondrie. Et donc, ça va permettre de synthétiser de l'ATP, donc de l'énergie, à partir des lipides et d'épargner du glucose. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, cette L-carnitine, elle améliore le rendement de la mitochondrie sans surstimuler la chaîne respiratoire, les chaînes respiratoires qui sont ici et qui vont en fait à chaque passage libérer des électrons qui peuvent générer du stress oxydant. Donc en fait, générer de l'énergie à partir de la L-carnitine, ça va potentiellement limiter le stress oxydant au sein de la mitochondrie. Après, on va avoir besoin de coenzyme Q10, qu'on retrouve ici. On va avoir besoin de vitamines B1, B2, B3, B5, qui sont en gros les cofacteurs ici de tous les transporteurs d'électrons. Et puis, on va avoir besoin de fer et de cuivre, hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que oui, le fer est pro-oxydant, oui, le cuivre est pro-oxydant, mais on en a quand même besoin, notamment pour faire tourner ces moulins à protons et pour avoir une mitochondrie opérationnelle. Comment on optimise le pool mitochondrial au-delà d'optimiser son fonctionnement en lui donnant les nutriments dont il a besoin? Pour favoriser le renouvellement des mitochondries, eh ben, on sait que ça va passer notamment par la pratique d'une activité physique régulière. Et encore plus précisément, on sait que si on pratique des activités de type HIIT, ça va favoriser le renouvellement du pool mitochondrial. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces activités où on va demander au corps de monter très vite en énergie et puis on va le faire se reposer, puis remonter en énergie, se reposer, en fait, on va demander au corps de générer beaucoup d'énergie sur un temps très court. Et donc, s'il se rend compte qu'il n'est pas capable de faire ça très bien, il va essayer de s'adapter. Et pour s'adapter, il va se dire, il faut que j'ai les mitochondries les plus fonctionnelles possibles pour qu'elles aient le meilleur rendement. Donc, ça va permettre de virer les mitochondries un petit peu dysfonctionnelles pour refabriquer des mitochondries plus fonctionnelles. On va éviter un excès de sport qui, lui, au contraire, va plutôt générer du stress oxydant.
Il y a aussi des poisons pour les mitochondries. En premier lieu, ce sont les statines. Bon, il n'y a pas énormément d'hommes jeunes sous statine, mais bon, parfois on a des hommes un petit peu plus âgés aussi qui sont en parcours fertilité. Donc, quand on rencontre des statines, on donne systématiquement du coenzyme Q10 parce que les statines bloquent la synthèse du cholestérol, mais aussi la synthèse des statines, qui est l'antioxydant majeur de la mitochondrie. Les gens qui prennent beaucoup de Doliprane vont aussi avoir tendance à altérer le métabolisme de leur mitochondrie. Les métaux lourds sont des grands blocs, vraiment le fonctionnement mitochondrial. J'ai mis le tabac, hein, mais parce que effectivement dans le tabac il y a beaucoup de métaux lourds. Et il y a certains antibiotiques aussi qui vont altérer le fonctionnement mitochondrial, et notamment les fluoroquinolones, c'est un antibiotique qui est donné notamment dans le traitement des prostatites ou de certaines infections urinaires un peu récidivantes. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il ne faut pas soigner la prostatite, puisqu'on a vu que ça peut aussi altérer la fertilité. Mais en revanche, ça veut dire que potentiellement, en général, en fait, la mitochondrie redevient opérationnelle, totalement opérationnelle après 4 à 6 semaines, enfin 4 à 6 semaines après la prise de ces antibiotiques, mais que potentiellement, si on lui donne un coup de main après la prise des antibiotiques, peut-être qu'elle va redémarrer aussi plus vite. Alors, maintenant, on va voir comment le déficit d'imprégnation androgénique, pardon, peut altérer la stéroïdogénèse. Bah, un manque de testostérone va altérer le nombre de spermatozoïdes, sa concentration, sa vitalité et sa motilité. Et ce sur quoi j'attire votre attention, c'est qu'en fait, c'est bien le taux de testostérone intratesticulaire qui compte. Et le taux de testostérone intratesticulaire est 50 à 100 fois supérieur au taux de testostérone sérique. Et donc, je vous ai parlé tout au début des hommes qui prennent de la testostérone ou des anabolisants. Ces hommes-là, en fait, vont avoir un taux de testostérone sérique qui va être augmenté et qui va potentiellement du coup exercer un rétrocontrôle au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire et du coup altérer, bloquer la spermatogénèse parce qu'en fait on n'aura plus assez de testostérone intratesticulaire. Donc, je vous ai remis rapidement les différents rétrocontrôles sur cet axe hypothalamo-hypophysaire gonadique. Donc, ça démarre avec la GnRH, qui est une hormone qui va émettre des signaux, donc qui est une hormone au niveau de l'hypothalamus, qui va émettre des signaux pulsatiles qui vont stimuler la LH et la FSH. La LH, elle va stimuler les cellules de Leydig qui vont synthétiser de la testostérone. En présence de testostérone, la FSH stimule les cellules de Sertoli qui soutiennent et régulent la prolifération et la différenciation des cellules germinales. Ces cellules de Sertoli produisent de l'inhibine B qui va rétrocontrôler la FSH. L'ALH, elle, est rétrocontrôlée par la testostérone, mais elle est aussi rétrocontrôlée par la DHT. Donc la DHT, c'est cette supertestostérone, cette hormone la plus androgénéisante, cette dihydrotestostérone, elle est fabriquée à partir de la testostérone par une enzyme qui s'appelle la 5-alpha-réductase. On va en parler tout à l'heure. Et il se trouve que cette dihydrotestostérone, elle va exercer un rétrocontrôle plus fort que la testostérone sur la LH et sur la GnRH. Donc, potentiellement, si on a des hommes qui ont tendance à avoir une 5-alpha réductase hyperactive,
on peut avoir une augmentation de la dihydrotestostérone et finalement une baisse de la synthèse de testostérone parce que la synthèse sera rétro-contrôlée sur cette DHT et pas sur la testostérone. Or, c'est bien la concentration de testostérone intratesticulaire qui compte et pas de dihydrotestostérone. Mais comme c'est toujours plus compliqué que ça, eh bien en fait, il faut malgré tout une DHT normorégulée parce que quelques études montrent aussi qu'un niveau optimal de DHT améliorerait la spermatogénèse, bien que celle-ci dépende du taux de testostérone intratesticulaire. Donc là, je vous ai mis deux études qui montrent que, en fait, quand on bloque complètement la 5-alpha réductase, on va avoir une altération de la fertilité chez l'homme. Et que quand on la rétablit, on a des paramètres du spermogramme qui vont se rétablir. Donc, comme souvent, une question d'équilibre. Et alors, c'est là qu'on rentre dans la véritable démarche fonctionnelle, parce que le défaut de synthèse de la testostérone, il peut être lié à plein de choses. Il peut être lié à un déficit de la commande centrale. Il peut être lié à un manque dans le starter kit. Là, je reprends les mots de Guénel Abéguilé de la stéroïdogénèse. Il peut être lié à un excès d'aromatase, à un excès de DHT ou à une hausse de la SHBG qui est le transporteur des oestrogènes et de la testostérone. Alors, bien que cette slide, ça pourrait être une conférence en tant que telle. Donc, j'ai pas pu vous la détailler, mais c'est vraiment là que on va sortir notre loupe d'enquêteur quand on est praticien en micronutrition et qu'on va essayer de comprendre où ça se passe et comment on peut agir là-dessus. Donc, le déficit de la commande centrale, il peut être lié à un manque d'apport nutritionnel, un manque d'apport énergétique. On va par exemple penser aux hommes qui font des méga trails ou des marathons et qui ont des entraînements très importants avec pas forcément des apports nutritionnels suffisants en face. Le stress peut bloquer aussi la GnRH, le manque de cortisol aussi et l'hyperprolactinémie. Sur le starter kit de la stéroïdogénèse, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, pour fabriquer de la testostérone, il faut qu'on ait suffisamment de cholestérol. Vous voyez là tout à l'heure en consultation, alors c'était une femme, mais enfin c'est pas grave, le starter kit il est le même pour les hommes ou pour les femmes. J'ai une femme qui avait 1,23 de cholestérol. C'est vraiment très très bas. On estime qu'en dessous de 1,6, on va avoir du mal à avoir une production d'hormones sexuelles optimale. Donc suffisamment de cholestérol, une thyroïde fonctionnelle. Une thyroïde fonctionnelle, c'est pas juste une TSH qui est inférieure à 6, hein. C'est vraiment un niveau de T4 et surtout un niveau de T3 optimal. Et puis une mitochondrie fonctionnelle, on vient d'en parler. L'excès d'aromatase, donc les hommes qui aromatisent, ça va souvent être les gens qui ont un petit peu de graisse, de masse viscérale, de graisse viscérale, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va faire aromatiser? Ça va être l'excès d'insuline, ça va être l'inflammation. Parce que ouais, ça va être l'inflammation, ça va être l'excès de cortisol, il va y avoir des causes génétiques aussi et éventuellement un déficit de progestérone. L'excès de DHT, donc de cette super testo, hein, donc je vous ai mis un homme chauve parce que typiquement la DHT, c'est cette hormone qui va faire que les hommes vont perdre leurs cheveux, mais en revanche vont avoir du poil qui pousse sur les épaules et dans le dos, hein. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça, l'excès de DHT. Donc, une hyperactivité de la 5-alpha réductase va être liée à un déficit en zinc, notamment, à un manque de progestérone ou aussi à une génétique, hein. Il y a des hommes aussi qui vont exprimer plus cette enzyme de la 5-alpha réductase.
À quoi peut être liée la hausse de la SHBG? Alors déjà, la hausse de la SHBG, elle peut être liée à une exposition à des perturbateurs endocriniens dans l'enfance ou dans la vie in utero. Moi, il m'arrive très souvent d'avoir des SHBG très hautes sans explication fonctionnelle. Et dans ces cas-là, on peut penser à un problème de perturbateur endocrinien. Sinon, qu'est-ce qui fait monter la SHBG? Eh ben, ça va être un excès d'œstrogène, ça va être la stéatose hépatique, l'obésité ou l'hyperthyroïdie. Donc, bien évidemment, là, il va y avoir tout un tas de pistes en biologie à aller explorer pour comprendre euh, d'où ça va venir. Évidemment, avant de foncer sur les biologies, on aura eu une clinique ici qui nous aura donné des idées, des pistes potentiellement à aller creuser. Et donc, en fonction de ça, on adaptera les dosages biologiques qu'on pourra demander. Je regarde l'heure qu'il est. Mais bien sûr, voilà, on peut aller doser toutes les hormones sexuelles, bien évidemment faire un bilan complet de la thyroïde, explorer les surrénales. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait aller investiguer. Le stress oxydant, il faut vraiment le contrôler parce que les spermatozoïdes sont hyper vulnérables à ce stress oxydant. Donc, je vous ai mis une première ligne qui est un peu fausse. J'ai mis flagelle est très riche en mitochondries. Non, comme je vous l'ai dit, il n'est pas très riche en mitochondries, mais en revanche, il est essentiel que chacune des mitochondries portées par le flagelle soit en super bonne condition, super efficace. La mitochondrie est une grosse source de production de radicaux libres et elle est aussi la cible des radicaux libres. Euh, Par ailleurs, la membrane du spermatozoïde est très riche en oméga 3 DHA, qui est un acide gras polyinsaturé, donc très oxydable, très vulnérable au stress oxydant. Et puis, ben, bien évidemment, dans la tête de ce spermatozoïde, on a l'ADN. Et l'ADN est super vulnérable au stress oxydant la qualité de cet ADN conditionnera vraiment la qualité du sperme et notamment du développement embryonnaire. Mais comme tout à l'heure un petit peu pour la DHT, ni trop ni trop peu. Il faut ni trop de stress oxydant, ni pas assez de stress oxydant. C'est pour ça que je vous invite à ne pas donner d'antioxydants à l'aveugle d'une manière générale, ou en tout cas pas sur du long terme. Parce qu'en fait, ce stress oxydant, il est essentiel à la capacitation qui est cette avant-dernière étape de maturation du spermatozoïde. Et en fait, la production d'espèces réactives à l'oxygène dans le spermatozoïde au cours de cette étape est essentielle parce que c'est elle qui va permettre l'hyperactivation des spermatozoïdes, donc la hausse de leur mobilité. C'est elle qui va permettre l'élimination des protéines stabilisantes de la membrane cellulaire, qui va permettre la libération des sites permettant la reconnaissance des protéines de la membrane pellucide et l'arrêt de l'inhibition des enzymes de l'acrosome. Et tous ces processus sont absolument nécessaires à une fécondation réussie. Là, je vous ai mis l'extrait d'une étude parce que je trouvais notamment ce schéma très bien parce que justement, on voit les rôles physiologiques du stress oxydant qui sont là-haut, les rôles pathologiques du stress oxydant. Donc, le stress oxydant, quand il devient pathogène, il va créer une peroxydation lipidique qui va baisser la motilité des spermatozoïdes, qui va baisser la capacitation, qui va baisser la capacité du sperme, du spermatozoïde à fusionner avec l'ovocyte. Il va créer des dommages à l'ADN et il va augmenter l'apoptose des spermatozoïdes, matures ou pas, et donc potentiellement baisser la concentration. Et cette étude montrait aussi les sources de stress endogènes et exogènes. Sources de stress endogène, de stress oxydant endogène, les varicocèles.
euh, les spermatozoïdes immatures qui vont être et victimes et source de stress oxydant, et un taux trop important de leucocytes, donc une inflammation locale. Et les sources exogènes, bah, bien évidemment, tabac, alcool, radiation, toxiques environnementaux, etc. Donc je trouvais que ce petit schéma résumait très très bien le rôle du stress oxydant dans la fertilité masculine. Les grands pourvoyeurs de stress oxydant, bah, le premier pourvoyeur de stress oxydant, c'est le fonctionnement mitochondrial et encore plus son dysfonctionnement. Mais même une mitochondrie fonctionnelle va générer des radicaux libres, donc elle est normalement équipée de défenses antioxydantes suffisantes pour pouvoir contrer ces radicaux libres. Mais s'il y a des carences, des déficits en antioxydants ou en cofacteurs, et ben, potentiellement, ça va être une source de stress oxydant. La deuxième source de stress oxydant, c'est le système immunitaire, puisque la production d'espèces réactives à l'oxygène fait clairement partie des moyens de défense du système immunitaire pour lutter contre les intrus. Mais bien évidemment que dans des cas de figure où on a des clients qui présentent des infections chroniques, des inflammations chroniques, des allergies, des maladies auto-immunes, eh bien, eux, ils ont un système immunitaire activé quasiment en permanence et donc ils vont produire beaucoup plus de stress oxydant. La détox hépatique est aussi une source de stress, de radicaux libres très important. Donc, la détox hépatique, elle peut être altérée et surchargée dans les cas où il y a beaucoup de médicaments, par exemple, dans les cas où il y a beaucoup de pollution, dans les cas de dysbiose. On a vu tout à l'heure que quand il y a une perméabilité intestinale, eh bien, en fait, on va avoir une réabsorption des toxines par la veine porte, ça s'appelle l'endotoxémie, qui vont venir surcharger le foie. Donc, à nouveau, l'intérêt de travailler sur la perméabilité intestinale et sur la dysbiose intestinale. Et bien évidemment, cette surcharge hépatique, elle peut aussi être liée à une hygiène de vie, à trop d'alcool, à trop de tabac, à une alimentation trop grasse, trop riche, etc. Une autre source de stress oxydant majeur, c'est l'hyperglycémie, l'hyperinsulinisme et du coup un phénomène qu'on appelle la glycation, qu'on va évaluer en allant doser l'hémoglobine glyquée. Et donc, en fait, quand on a une glycation qui s'élève, on a aussi plus d'espèces réactives à l'oxygène qui vont être formées. Les toxiques environnementaux, je vous en ai parlé. De façon indirecte, le stress émotionnel peut aussi contribuer au stress oxydant et l'excès de sport, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Pour évaluer le stress oxydant, le marqueur principal, notamment de l'oxydation de l'ADN, c'est un marqueur qui s'appelle la 8-OHDG. Ça, c'est vraiment un marqueur de l'intégrité ou pas de l'ADN. Ensuite, on peut aller évaluer des marqueurs de l'inflammation et par déduction, s'il y a de l'inflammation, on peut supposer qu'il y a forcément du stress oxydant, c'est son corollaire. Donc, on va aller doser la CRP ultrasensible et la ferritine. L'hémoglobine glyquée, comme je vous disais tout à l'heure, marqueur de la glycation. On peut aller évaluer aussi les enzymes antioxydantes que sont la superoxydismutase ou le glutathion peroxydase, SOD et GPX. Et on les regarde toujours l'une par rapport à l'autre. Et on peut aller regarder les cofacteurs nécessaires à ces enzymes antioxydantes, le sélénium, le zinc, les vitamines B6, B2, B9 et B12, et le coenzyme Q10. La prise en charge va passer par toujours l'alimentation notamment, en ajoutant de la couleur dans l'assiette. Vous savez que c'est dans les pigments qu'on trouve la concentration la plus élevée en antioxydants. Ça va être manger à la fois du cru et du cuit parce que les antioxydants ne vont pas être potentialisés de la même manière en fonction qu'ils soient crus ou cuits. On essaye de consommer de saison parce que c'est là qu'on va avoir la concentration maximum en antioxydants. L'antioxydant, en fait, c'est un moyen de la plante de se défendre contre les prédateurs. Donc, elle se défend plus quand elle arrive à maturité.
C'est aussi pour ça qu'il est important de consommer bio parce que les défenses antioxydantes ne vont se développer que si la plante a été attaquée par des prédateurs. On va limiter la charge glycémique de l'assiette, limiter l'alcool, moduler le système immunitaire et traiter la dysbiose. Donc vous voyez qu'en fait, pour prendre en charge correctement un spermogramme et pour optimiser la fertilité masculine, c'est vraiment une prise en charge globale, parce qu'en fait, il va falloir qu'on s'intéresse quasiment à tous les systèmes. Là, moi, je vous ai parlé de certains micronutriments, je vous ai parlé de la synthèse de testostérone, je vous ai parlé des microbiotes, du stress oxydant, de la mitochondrie. Mais en fait, vous avez vu que, il faut aussi s'intéresser potentiellement à l'axe du stress avec la modulation du cortisol, qu'il faut s'intéresser précisément aussi à la thyroïde, etc. Donc, c'est vraiment une prise en charge absolument globale qui va permettre d'améliorer les paramètres de ce spermogramme et du coup d'améliorer la fertilité des couples. Voilà, je vous remercie beaucoup et je peux essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Eh ben, merci beaucoup, Agathe, pour cette soirée très complète, très intéressante. Je pense qu'on en sait toutes beaucoup, beaucoup plus sur la fertilité masculine grâce à toi. Ravie de voir que tu as survécu à ta soirée. Bon, alors, je te laisse, si tu veux, quelques minutes pour reboire un coup, si ça va. Et je reprends le fil des questions. Quelqu'un demandait si les normes pour le zinc étaient les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Oui, Oui. enfin à ma connaissance, oui. Oui. Euh, Quelqu'un demandait, mais la réponse a été donnée, mais je pense que tu vas la valider. Pour la complémentation en acide folique pour les femmes enceintes en début de grossesse, il vaut donc mieux donner sous forme méthylée également. Absolument. Ça a été confirmé, tu reconfirmes derrière. Et quelqu'un, donc Céline demandait si elle avait bien compris qu'il y avait un problème si on donnait de l'acide folique non méthylé sur plusieurs mois et qu'il valait donc mieux donner pardon, de l'acide folique méthylé. Absolument. Ouais. Ouais, Toujours voilà. par précaution, on donne toujours de l'acide folique méthylé. Ouais. En Oui, fait, oui, juste oui. un petit point, mais peut-être sur la fertilité des femmes. Souvent, quand on pense acide folique, enfin complémentation en B9, on va penser à la fermeture du tube neural. La fermeture du tube neural, en fait, ce qui joue sur la fermeture du tube neural, c'est la THF, c'est la forme THF. Donc, c'est cet acide folique après une première réduction euh, donc qui ne dépend pas de la MTHFR. Sur la fermeture du tube neural, on va dire qu'on ne prend pas forcément de très grands risques en complémentant en acide folique. Mais en fait, vous voyez que la méthylation, elle sert à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'est pas que cette fermeture d'une tube neurale, et c'est notamment cette empreinte épigénétique et ces gènes silencieux, quoi. Cette mise en silence des gènes qui est vraiment fondamentale. Mm. Euh, ok, alors, Wendy nous dit, une question, je pense que tu as répondu après, mais peut-on influencer le microbiote séminal et si oui, comment? Ouais, ben, en travaillant sur le microbiote intestinal et buccal en premier lieu. Mm. Alors, Kitri nous fait une petite remarque. Elle demande s'il n'y a pas deux classifications différentes pour le pourcentage de formes typiques. Celle de David, forme typique supérieure à 4%, et celle de Kruger, supérieure à 14%, d'après elle. Ce qui expliquerait certains écarts sur les Ah, spectrogrammes, des pourcentages, attends, je termine, des pourcentages différents avec une même conclusion de normalité ou non. Qu'est-ce que tu en penses? ah ben alors je ne sais pas, j'irai creuser, mais effectivement ces deux chiffres que j'ai trouvés, j'ai pas, voilà, j'ai peut-être lu trop vite, mais Hmm, merci, je vais regarder, je vais creuser ça. ouais. Moi, j'ai l'habitude aussi de lire des spermogrammes, mais je me dis que de toute façon, 4% de forme typique, c'est quand même, enfin, si on y réfléchit, c'est quand même C'est vraiment pas peu. beaucoup. Enfin, voilà, quoi, de manière générale. Mais bon, intéressant de voir s'il y a deux classifications. Mm. Euh,
Wendy demandait si c'était spécifiquement l'excès de Doliprane qui était un poison pour les mitochondries ou est-ce que c'est le paracétamol de manière générale? Oh, c'est le paracétamol, pardon, hein, pardon, Ouais, pardon. Oui, ouais. pardon. Non, mais je pense que du coup, ça précise. Euh, Marie-Agnès demandait si c'était pertinent de doser la DHT. Alors, on ne dose pas la DHT, on va doser un métabolite qui s'appelle l'androsténédione glucuronide. Et on va, alors pour le coup, il n'y a pas de différence entre les valeurs laboratoires et les valeurs santé. On va essayer de se trouver dans la norme. Hmm. Et Voilà. sachant que souvent les labos ne font quand même pas le bon métabolite, hein. Oui, oui, oui. C'est Donc il faut compliqué d'avoir vraiment ce bon. bien spécifier androsténédione glucuronide et leur refaire doser s'ils n'ont pas dosé la bonne chose. Hmm. Et Marie-Agnès demandait comment est-ce qu'on pouvait agir sur la DHT. Et je pense que tu as répondu au fur et à Oui, mesure. bah donc zinc en premier lieu. Si vous savez pas quoi donner, donnez du zinc. En gros. Auriez-vous une norme optimale pour l'inhibine B? Pas Demande du tout. Marie-Agnès. Ouais. J'ai pas cherché. Ouais, moi non plus. Attends, je redescends. Euh, alors, quelqu'un demande si tu considères que 1% de forme alors, typique est une tératospermie ou pas. Honnêtement, ça c'est vraiment très médical. Moi là, je me fie au compte-rendu des laboratoires qui font les spermogrammes et je ne sais pas à partir de combien ils disent tératospermie, mais c'est écrit dans le compte-rendu, hein. D'accord. Et alors, Marie-Agnès demande, elle a lu dernièrement le rôle de la progestérone sur le récepteur Caspr. Oui, alors j'en ai pas parlé ce soir parce que bon, voilà, il y avait beaucoup de choses, mais oui, j'ai aussi trouvé des études qui montrent qu'en fait un taux de progestérone optimal chez la femme va activer les canaux ioniques Caspr, ouais. D'accord. Enfin, contribuent, en tout cas, sont un des facteurs qui contribuent à activer les canaux Cadsper. Ouais. Ok. Et puis, bah, les participantes te remercient. Marie-Liesse précise que que tu nous as fait un très beau cadeau parce que c'était passionnant. Oh, merci Voilà. Marie-Liette, c'est gentil. Ouais. Juliette te remercie beaucoup pour la soirée. C'était très intéressant. Voilà, il y a beaucoup de remerciements qui arrivent en ce moment sur la barre de chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, bon, ça a l'air d'être bon pour les. Attends. Ah non, bah, c'est Aude qui te remercie. Beaucoup, Aude. Et voilà, beaucoup de merci qui arrivent pour toi. Eh ben, merci à tous. J'espère Mhm. que vous avez appris des choses, que c'était à peu près clair. Parce qu'après une grosse journée de consultation, parfois c'est difficile de se remobiliser. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à peu près à suivre le fil de ma pensée. Ouais, ouais, c'était très bien. Merci Agathe, c'était top. Il y a même une adhérente dont le mari a suivi à côté avec attention. Super, super messieurs, venez au cabinet, il y a plein de choses à faire aussi pour vous. On vous attend. Et C'est pas Anne, grand-chose d'aller faire un spermogramme. Franchement, par rapport à ce que les femmes font pendant leur parcours fertilité, c'est juste un chouette coup de main à leur donner, en fait. et Anne-Laurence redemande le nom de l'acide folique méthylé. Bah, méthyltétrahydrofolate, méthylfolate, faut retrouver le nom méthyle dedans, associé à folate. Catrafolique, oui aussi, ça marche. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Encore un grand merci Agathe. Merci à vous tous et toutes pour votre présence et votre fidélité à l'association. N'oubliez pas de, si vous voulez passer 2026 avec nous, de vous je vais dire réabonner, mais non, c'est pas le mot. Resouscrire de reprendre notre cotisation. Voilà, d'adhérer à nouveau à Focus, ça se passe maintenant. C'est la campagne de réadhésion, voilà, a commencé, poursuivra en janvier, bien évidemment. Et donc, rendez-vous le 21 janvier pour la prochaine soirée Focus. Vous aurez un mail prochainement dans votre boîte aux lettres. L'équipe de Focus vous souhaite à tous bah, de belles fêtes de fin d'année et puis au plaisir de vous retrouver encore plus nombreux l'année prochaine.